Pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y eut des moments où la souffrance humaine atteignit des limites inimaginables. L'un de ces moments fut la bataille finale de Berlin, au printemps 1945. Au printemps 1945, il était déjà évident que le Troisième Reich se dirigeait vers sa destruction inévitable. Les armées alliées pénétraient au cœur de l'Allemagne depuis l'Est et l'Ouest, tandis que la direction nazie rassemblait frénétiquement les dernières forces pour défendre la capitale. Adolf Hitler décida de rester à Berlin et de transformer la métropole en forteresse, qui serait défendue jusqu'à la dernière balle et jusqu'au dernier homme. La population souffrait des bombardements incessants des bombardiers alliés et des nouvelles terrifiantes de ce qui se passait dans les régions occupées par l'armée rouge qui avançait. La peur et la tension parmi les Berlinois augmentaient jour après jour. Beaucoup associent encore aujourd'hui la bataille finale de la Seconde Guerre mondiale principalement avec la chute de l'Allemagne nazie, avec le hissement du drapeau soviétique sur le Reichstag et la fin définitive de la terreur hitlérienne. Cependant, la réalité de cette bataille était beaucoup plus sombre et terrifiante que la plupart des gens peuvent l'imaginer. En avril et début mai 1945, Berlin se transforma en véritable enfer sur terre. La ville se retrouva en ruine. Des centaines de milliers de soldats menèrent un combat désespéré, et les civils restèrent pris au piège au milieu d'un chaos total. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quel point la situation était désespérée dans les derniers jours de la guerre, directement dans les rues de Berlin. Nous révélerons les histoires de gens ordinaires qui ont fait face aux bombardements constants, à la faim et à la peur de la vengeance imminente des vainqueurs. Nous montrerons que les défenseurs de la ville n'étaient souvent pas des unités d'élite. À leur place, le régime nazi envoya au combat des adolescents de la Hitlerjugend et des hommes âgés de la milice populaire Volkssturm, souvent tragiquement sous-équipés et mal entraînés. En même temps, vous comprendrez bientôt que la bataille de Berlin n'était pas seulement un affrontement militaire. Elle s'accompagna également d'une vague de désespoir, de suicides de masse et de cruautés commises contre la population civile. Transportons-nous ensemble en avril 1945, quand au-dessus de l'Europe culminait le final sanglant du plus grand conflit de l'histoire. Dans les minutes qui suivent, nous révélerons les aspects moins connus de la bataille de Berlin, qui prouvent que le chapitre final de la Seconde Guerre mondiale était à bien des égards encore plus horrifiant qu'on ne le rapporte traditionnellement. Aucun défilé de victoire triomphale ne nous attend, mais un regard glacial dans les rues détruites et les caves de la ville, où naquit et périt le rêve un millénaire d'Hitler, et où la souffrance humaine atteignit ses limites extrêmes. Préparez-vous, nous commençons. Berlin se préparait au printemps 1945 à son dernier combat désespéré. La ville avait déjà subi de lourds coups des bombardements alliés. Depuis 1940, elle avait vécu plus de 350 raids qui rasèrent de vastes quartiers et tuèrent des dizaines de milliers d'habitants. Maintenant cependant approchait l'affrontement terrestre direct qui devait achever la destruction. Les rues se remplirent de barricades improvisées, faites de débris et de sacs de sable. Dans les parcs et en banlieue, les civils creusaient des fossés anti-chars. Des positions de tir furent établies, à la hâte dans les maisons détruites et aux carrefours importants. 3 ceintures défensives entouraient la ville, mais il s'agissait plutôt d'une défense symbolique. Le matériel et le temps manquaient, et ainsi de nombreux obstacles n'étaient constitués que d'arbres abattus, d'épaves de véhicules en feu, ou d'amas de gravats bloquant les rues. Berlin avait certes plusieurs tours anti-aériennes massives en béton armé, les Flakturm, qui servaient au palais de forteresse pleine d'artillerie lourde et en même temps d'abris pour des milliers d'habitants. Ces colosses étaient presque indestructibles et devinrent un point d'appui de la défense. Globalement, cependant, la ville n'avait pas la force de résister à un long siège. Pour la défense de Berlin, on réussit à rassembler environ 100 à 150 000 soldats, bien que ce chiffre incluait n'importe qui. Des restes d'unités frontales régulières
et des détachements fanatiques SS, jusqu'aux membres de la milice populaire Volkssturm et de la Hitlerjugend, furent appelés aux armes, même des garçons de 15 ans à peine, et des hommes de plus de 60 ans. Beaucoup d'entre eux tenaient un fusil ou un poing anti-char pour la première fois de leur vie. Il y avait pénurie de carburant, de munitions et de provisions. De nombreux chars allemands restèrent immobilisés faute d'essence et pratiquement aucun avion de la Luftwaffe ne prit plus l'air. La défense était donc principalement assurée par l'infanterie, souvent mal équipée et fatiguée. Mais cela ne dérangeait pas les dirigeants nazis. Ils insistaient néanmoins sur le combat jusqu'au dernier souffle et sur la défense jusqu'à la dernière balle. Adolf Hitler nomma personnellement le général Helmut Weidling, commandant de la défense de la ville, et attendait de lui l'impossible, arrêter le flot de l'ennemi. À l'intérieur de la métropole assiégée, régnait alors une atmosphère étouffante de peur. La propagande nazie ne cessait d'exhorter à la résistance fanatique et répandait simultanément la terreur de ce qui arriverait en cas de capitulation. Chacun connaissait les représailles brutales que commettait la SS sur ses propres gens pour les maintenir au combat. Hitler fit diffuser un ordre qui stipulait « Quiconque propose ou approuve la capitulation est un traître et sera immédiatement fusillé ou pendu. » Cette menace ne resta pas que sur le papier. Bientôt apparurent sur les lampadaires et les ponts des traîtres pendus, des soldats allemands et des civils qui avaient tenté de se rendre ou simplement hisser un drapeau blanc. Des SS fanatiques les exécutèrent sans pitié et laissèrent leurs corps pendre avec des panneaux au cou. Sur l'un d'eux était écrit « Je suis un lâche et j'ai voulu livrer les femmes et les enfants au communisme. » Ainsi, le régime hitlérien maintenait cruellement dans les derniers jours l'ordre et la peur parmi les habitants. En même temps, les nazis s'efforçaient d'effacer les traces de leurs propres crimes. La Gestapo berlinoise fit à la dernière minute fusiller ou emmener de nombreux prisonniers politiques pour qu'ils ne tombent pas vivants aux mains de l'ennemi. Des milliers de prisonniers restant des camps de concentration des environs de la ville furent chassés dans ce qu'on appela les marches de la mort vers l'ouest. Beaucoup d'entre eux périrent en route d'épuisement ou furent abattus. La population civile passait la plupart du temps cachée dans les caves et les abris. La réalité quotidienne était faite de raids et de bombardements d'artillerie. Le front se rapprochait. Les gens faisaient de longues queues pour les derniers restes de nourriture rationnés et s'efforcèrent de se procurer de l'eau dans les conditions d'effondrement des infrastructures. Fin avril cessèrent de fonctionner l'électricité, l'eau et le gaz, ce qui aggrava encore les conditions d'hygiène et la souffrance des habitants. Les nouvelles de l'avancée de l'armée rouge semèrent la terreur à Berlin. Des réfugiés arrivaient des récits de villages incendiés, de viols massifs et de massacres de civils en Prusse orientale et en Poméranie. Beaucoup de Berlinois ne se faisaient pas d'illusions qu'un sort similaire les attendait si la ville tombait. Certains préparaient plutôt du poison ou une arme pour eux et leurs proches, déterminés à ne pas tomber aux mains des Russes. Dès le 12 avril 1945, des membres de la Hitlerjugend distribuaient même aux visiteurs du dernier concert de la Philharmonie de Berlin des capsules de cyanure. Le régime offrait ainsi aux gens la possibilité de choisir la mort plutôt que la capitulation. Telle était l'atmosphère exacerbée de la métropole juste avant la bataille finale. Finalement, l'inévitable devint réalité. À l'aube du 16 avril 1945, à l'est de Berlin, la terre trembla. Des milliers de canons soviétiques déclenchèrent un tir assourdissant. Commença la puissante offensive de l'armée rouge qui devait décider du sort de la capitale d'Hitler. Dans un moment, nous verrons comment cette poussée balaya la défense allemande sur l'Oder et enserra Berlin dans l'étau de l'encerclement. Le 16 avril 1945, au petit matin, commença de l'Est l'offensive soviétique longtemps attendue. Staline déploya une force énorme, plus de 2,5 millions de soldats, plus de 6 000 chars et canons automoteurs et environ 40 000 canons et mortiers, y compris les fameux lance-roquettes Katyusha, crachant des salves de roquettes. L'attaque principale fut menée par les armées du maréchal Georgi Djoukov,
à travers la rivière Oder en direction de Berlin. L'attaque commença d'abord par une préparation d'artillerie massive. En quelques dizaines de minutes, l'artillerie soviétique tira des centaines de milliers d'obus qui transformèrent les tranchées et positions allemandes en décombres. Le ciel s'illumina de milliers d'éclairs et le grondement assourdissant s'accompagna d'explosions qui furent entendues jusqu'à Berlin. S'ensuivit une attaque terrestre à l'aube, quand les soviétiques utilisèrent même de puissants projecteurs pour aveugler l'ennemi. Cette ruse se retourna cependant partiellement contre eux. L'infanterie soviétique éclairée devint elle-même une cible facile. L'avant-terrain de Berlin, notamment les hauteurs près de la ville de Seelow, devint ainsi le théâtre de combats incroyablement sanglants. La défense allemande désespérée y retint les soviétiques pendant quelques jours et leur causa de lourdes pertes. Aux hauteurs de Seelow tombèrent en 4 jours, à la fin avril, environ 30 000 soldats soviétiques, tandis que la 9e armée allemande y perdit environ 12 000 hommes. Finalement, cependant, l'armée rouge perça par sa supériorité numérique et matérielle écrasante. Les nouvelles de la percée de la défense parvinrent au bunker d'Hitler à Berlin et y provoquèrent un accès de rage. Dans la nuit du 22 avril, Hitler admit pour la première fois devant ses généraux que la guerre était perdue et accusa furieusement ses commandants d'incapacité. Néanmoins, il refusait toujours de capituler ou de quitter la capitale. Il décida de rester à Berlin jusqu'à la fin même. Les témoins se souvenaient que la terre tremblait littéralement et que le ciel flamboyait d'éclairs rouges. Même les vétérans aguerris du front de l'Est n'avaient jamais vécu une telle canonnade. Les membres de l'infanterie soviétique, dans les tranchées, devaient se boucher les oreilles. Mais malgré cela, le bruit assourdissant leur faisait bourdonner la tête, et certains saignèrent des oreilles. Quelques jeunes soldats paniquèrent et se recroquevillèrent dans les cratères de la terre déchirée. D'autres, avec un courage fanatique, s'élancèrent en avant, dès que le tir diminua un peu. L'avancée soviétique vers la métropole prit de la vitesse. Staline, en ces jours, encourageait aussi intentionnellement la rivalité entre ses commandants, Zhukov et le maréchal Ivan Koniev, pour les pousser à la conquête la plus rapide possible de Berlin. Cela mena à une avancée très agressive, sans égard pour les pertes. Dès le 25 avril, les unités des 2 fronts soviétiques, le premier biélorusse de Zhukov et le premier ukrainien de Koniev, se rencontrèrent à l'ouest de Berlin, encerclant ainsi complètement la ville. Le même jour eut lieu aussi la rencontre historique des troupes soviétiques et américaines près de la ville de Torgau sur la rivière Elbe. L'Allemagne fut par cette action divisée en 2 parties, et les alliés occidentaux n'intervinrent plus dans les combats pour Berlin. Le commandant suprême des forces alliées, Dwight D. Eisenhower, décida de laisser Berlin aux soviétiques pour ne pas sacrifier inutilement des soldats américains et britanniques dans les combats de rue. Le premier ministre britannique, Winston Churchill, proposa certes de continuer plus loin vers l'Est, mais les Américains respectèrent les accords. Pour les habitants de Berlin, cela signifiait qu'ils n'attendraient pas les libérateurs de l'Ouest. Ils devaient subir leur épreuve la plus dure face à l'armée rouge. Des débats se poursuivent encore aujourd'hui sur ce qu'aurait été la situation si les Américains étaient entrés les premiers à Berlin, mais l'histoire n'a plus permis d'autres scénarios. En réalité, la victoire des Alliés n'était plus qu'une question de temps. Certains commandants soviétiques envisageaient s'il ne serait pas mieux d'encercler seulement Berlin et d'attendre que les Allemands se rendent, au lieu d'un combat de rue risqué. Staline insistait cependant sur la conquête immédiate de la ville, pour des raisons politiques et symboliques. Il voulait devancer les alliés occidentaux et obtenir le contrôle de la capitale du Reich, y compris ses bâtiments gouvernementaux, archives et institutions scientifiques. À Berlin, siégeaient aussi des instituts de recherche clés et peut-être des secrets d'armement que les soviétiques ne voulaient pas perdre. De plus approchait le 1er mai, grande fête soviétique. Staline désirait annoncer au peuple à cette date la nouvelle de la conquête du repère d'Hitler. Ces motivations contribuèrent à ce que l'attaque sur Berlin se déroule avec une furie inouïe et sans égard pour les pertes. Déjà pendant l'avancée vers Berlin,
se déroulèrent des événements qui annoncèrent le degré de la tragédie à venir. Dans les forêts près du village de Halb, au sud de Berlin, les restes de la 9e armée allemande encerclée tentèrent de percer l'encerclement vers l'ouest. Le résultat fut un massacre épouvantable, connu sous le nom de bataille de Halb. Des dizaines de milliers de soldats allemands, et avec eux des civils fuyant devant les soviétiques, y périrent dans de furieux combats d'homme à homme, quand les colonnes de désespérés s'efforçaient de percer à travers les unités soviétiques encerclantes. Les forêts furent jonchées de morts. Les témoins décrivirent que les corps gisaient partout entre les arbres et que des ruisseaux de sang coulaient sur les chemins forestiers. Les colonnes de réfugiés avec des chariots, tirés par des chevaux, se pressaient en panique dans les sentiers étroits, tandis qu'autour tombèrent les obus. Les chars achevaient la destruction en écrasant tout ce qui leur barrait la route. Cette vision d'horreur n'était pas loin de l'apocalypse. On estime que dans ce seul chaudron de Halb périrent environ 40 000 soldats allemands et un nombre similaire tomba en captivité. Seule une fraction des forces réussit à s'échapper. Cet épisode horrifiant, souvent éclipsé par la bataille de Berlin elle-même, montra que la fin de la guerre en Allemagne était liée à un énorme bain de sang même en dehors de la capitale. À la fin avril 1945, Berlin se trouvait ainsi complètement coupé du monde extérieur. Les unités allemandes restantes étaient serrées à l'intérieur de la ville. Une tentative vaine de les sauver fut entreprise par le général Walter Wenck avec la 12e armée, qui s'efforçait de se frayer un chemin vers Berlin depuis le sud-ouest. Mais les forces de Wenck se heurtèrent à la résistance et n'atteignirent pas la métropole. Elles ne firent finalement qu'évacuer quelques milliers de réfugiés berlinois vers l'ouest pour se rendre aux Américains. Berlin resta ainsi livré à lui-même et aux quelques divisions qui lui restaient pour la défense finale. Déjà les combats précédents avaient coûté aux deux camps d'énormes pertes. Pourtant le pire était encore à venir. Les attendèrent des combats sanglants dans les rues de la ville. Dans un moment, nous nous transporterons directement dans les rues en feu de Berlin et verrons comment se déroula l'affrontement impitoyable pour chaque bloc et bâtiment. Dès que les troupes soviétiques se frayèrent un chemin dans les rues berlinoises, se déchaîna un champ de bataille directement entre les maisons, dans les parcs et sur les places. Les soldats de l'armée rouge avançaient rue par rue, maison par maison. Ils se heurtaient à des bâtiments barricadés et à des tireurs embusqués cachés dans les greniers ou dans les décombres. Les unités allemandes, bien que considérablement affaiblies, opposaient une résistance acharnée. Les défenseurs fanatiques utilisaient le labyrinthe de la ville détruite. Ils menaient des embuscades depuis les décombres et tiraient sur les attaquants depuis les cachettes les plus diverses. De jeunes garçons de la Hitlerjugend avec des Panzerfaust, armes anti-chars portables, se cachèrent dans les caves et laissaient les chars soviétiques approcher à quelques mètres avant de tirer. De nombreux chars et blindés soviétiques furent ainsi détruits d'un seul coup depuis un coin de rue. L'armée rouge perdit rien que dans ces combats de rue des centaines de véhicules blindés. Au total, près de 2000 furent mis hors de combat à Berlin. Les commandants soviétiques cessèrent donc bientôt d'économiser les munitions et décidèrent de ne pas avancer maison par maison avec l'infanterie, mais plutôt de détruire la résistance par des tirs d'artillerie. Quand une mitrailleuse allemande ou un tireur d'élite apparaissait aux fenêtres des étages supérieurs, les batteries soviétiques n'hésitaient pas à raser toute la maison. Chaque bloc de la ville se transformait aussitôt en tas de briques, de poussière et de béton armé. En quelques heures de combat, les rues résidentielles devenaient des ruines semblables à un paysage lunaire. Il est significatif que le 20 avril, le jour de son 56e anniversaire, Adolf Hitler sortit pour la dernière fois de son bunker à la surface. Dans la cour de la chancellerie du Reich, il décora alors une poignée de membres de la Hitlerjugend de croix de fer pour leur bravoure. Il serra la main à ces soldats de 15 ans à peine et les félicita d'avoir réussi à détruire plusieurs chars soviétiques avec des poings anti-chars. Puis il les renvoya au combat dans les rues. Ce fut la dernière fois qu'Hitler s'adressa publiquement à ses jeunes fidèles. La plupart de ces garçons périrent dans les jours suivants en défendant les ruines de leur ville.
L'avancée des attaquants vers le centre fut néanmoins lente et coûta d'énormes pertes en vie humaine. Les défenseurs berlinois étaient déterminés à se battre littéralement pour chaque mètre. Par exemple, le vaste complexe des bâtiments gouvernementaux autour de la Wilhelmstrasse, les ministères et bureaux du Troisième Reich, se transforma en forteresse que les soviétiques conquirent étage par étage. Chaque étage et chaque salle pouvaient cacher des tireurs désespérés. Le combat se transforma souvent en attaques à la baïonnette et en combats corps à corps dans les couloirs sombres pleins de décombres. Les soldats soviétiques, poussés par le désir de vengeance pour la souffrance de leur pays, ne prenaient ni pas facilement de prisonniers. S'ils tombaient sur des unités SS ou des nazis acharnés, cela finissait souvent par une exécution sur place. D'autre part, dans le chaos qui s'installait, il n'était plus clair qui était l'ennemi. Certains tireurs allemands, désespérés, tiraient même depuis les fenêtres sur des civils non combattants. Le témoignage d'une des habitantes de Berlin illustre la terreur de cette époque. Dans son journal, elle nota le 28 avril 1945 qu'elle était assise avec 20 autres personnes dans une cave sombre et que toute la maison tremblait sous les impacts des obus soviétiques. Toutes les quelques minutes, une explosion nous assourdit, la poussière tombe du plafond et l'ampoule au bout de son fil se balance. Les enfants pleurent, une vieille dame récite discrètement le rosaire. Nous avons soif, mais il ne reste qu'un peu d'eau trouble dans la bouteille. Nous prions pour que ce cauchemar finisse bientôt, écrit la jeune femme. Au matin, les tirs se turent effectivement, et dans l'obscurité résonnèrent des voix étrangères, du russe. Nous entendons des cris de « Hurrah !» puis le martèlement de bottes dans les escaliers. Quelqu'un frappe à la porte de l'abri. Le journal n'en révèle pas plus. Mais la témoin suggéra plus tard qu'elle et les autres femmes vécurent ce matin-là les pires moments de leur vie. La confusion dans la ville détruite était indescriptible. En de nombreux endroits brûlaient des incendies que personne n'éteignait. Dans les rues gisaient des épaves de chars et de voitures. Partout traînaient des gravats, et les lignes électriques déchirées crépitaient dans l'obscurité. À cela se mêlaient des coups de feu, le grondement des murs qui s'effondraient et les cris terrifiés des gens. L'air était plein de fumée âcre, de poussière et d'odeurs de bois et de chair brûlée. Il pénétrait dans les poumons et irritait jusqu'à la toux. Les civils qui sortirent de l'abri au mauvais moment risquaient leur vie. Les balles ne distinguaient pas l'uniforme du civil. Beaucoup d'habitants innocents tombèrent simplement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Les soldats soviétiques de plus, dans leur hâte, ne prenaient souvent pas de précautions. S'ils soupçonnaient que dans une cave se cachaient des tireurs ennemis, ils jetèrent des grenades à l'intérieur, qu'il y ait des soldats ou des civils terrifiés. Les gens mouraient aussi dans les décombres de maisons qui s'écroulaient lors des bombardements ou qu'un obus de char avait touché. Les rues étaient encombrées de briques et de verres, jonchées de tramways renversés et de voitures calcinées. La ville se transforma en paysage surréaliste, plein de cratères et de ruines noircies, où il y avait eu autrefois des foyers et des magasins. Le nombre de victimes civiles augmentait à chaque heure. Les soldats de l'armée victorieuse commencèrent en même temps à réaliser les pires craintes des habitants berlinois. Au milieu des combats eurent lieu les premières cruautés sur les sans-défense. Certains combattants soviétiques du front, surtout s'ils rencontraient une forte résistance ou perdèrent leurs amis, réagissaient sans ménagement. Il y eut des pillages de magasins et d'appartements abandonnés. Furent enregistrés des cas où des soldats en colère abattirent un civil sur place, par exemple quand ils trouvèrent sur lui un uniforme nazi ou une arme. D'autres fois, ils firent irruption dans un refuge et prirent aux familles terrifiées leur dernière nourriture. Malheureusement, la violence sexuelle se produisit aussi de plus en plus souvent. Des groupes de soldats emmenèrent de force des femmes et des filles, souvent sous prétexte qu'ils les soupçonnaient de collaboration avec l'ennemi. Déjà pendant la conquête de la ville, commença ainsi la tragédie que redoutait la population berlinoise, les viols massifs et les mauvais traitements des femmes allemandes. Ces actes furent commis par des individus et des groupes entiers, souvent de manière chaotique, directement pendant l'avancée du front.
Les femmes s'efforçaient de se cacher ou de défigurer leur apparence, mais cela n'aidait pas toujours. L'armée rouge déchargeait sa colère sur les symboles du repère d'Hitler conquis, et la cible la plus vulnérable devint la population civile. Certains officiers soviétiques s'efforcèrent certes d'empêcher ces cruautés. Sont conservés par exemple des témoignages sur un commandant qui abattit personnellement un soldat pris en flagrant délit de viol d'une femme allemande, mais l'ampleur globale des violences ne fut pas sensiblement limitée. Dès le 30 avril 1945, les unités soviétiques pénétrèrent dans l'entourage immédiat du quartier gouvernemental au centre de la ville. La défense allemande se repliait autour du bunker sous la chancellerie du Reich, où se cachait Adolf Hitler avec sa suite. Les forces nazies restantes ne tenaient que de petits îlots de résistance au milieu des ruines. Les soviétiques triomphaient de la conquête de bâtiments importants. Ce même 30 avril au soir, les soldats de la 150e division de fusiliers hissèrent le drapeau rouge sur le toit du Reichstag, à demi détruit, l'ancien Parlement. Les photographes saisirent l'événement, et le cliché du drapeau soviétique sur Berlin fit le tour du monde. Ce ne fut cependant pas encore la fin complète des combats. Bien que la conquête du Reichstag soit devenue une icône de la victoire, dans ses entrailles et alentours, on se battait encore. Les derniers défenseurs fanatiques ne se rendirent que le 2 mai. Il est significatif que parmi eux se trouvaient aussi des étrangers, par exemple des volontaires de la division SS française, Charlemagne, qui combattirent dans les ruines du Reichstag jusqu'au dernier homme. Si loin était allée l'idéologie nazie qu'elle amena à la défense finale de Berlin des fanatiques de toute l'Europe. Mais la bataille de Berlin se termina en réalité déjà un jour plus tôt quelque part tout à fait ailleurs, dans les souterrains du bunker d'Hitler. Nous en parlerons dans un moment dans la partie suivante. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1945 se turent les tirs dans le bunker souterrain sous la chancellerie du Reich. Adolf Hitler, conscient de la fin inévitable, commit le 30 avril dans l'après-midi un suicide avec sa nouvelle épouse Eva Braun. Auparavant, il fit empoisonner à l'essai son chien Blondie pour s'assurer de l'efficacité du poison, et aussi pour que son loup chien bien-aimé ne tombe pas vivant aux mains des Russes qui avançaient. Ses plus proches collaborateurs, Joseph Goebbels avec sa femme, Martin Bormann et d'autres, décidèrent de suivre son exemple ou de fuir de la situation déjà désespérée. Goebbels tua encore le soir même ses 6 enfants, et avec sa femme Magda, mit aussi fin à sa vie. D'autres fanatiques tentèrent de s'échapper du centre encerclé par petits groupes. Bormann et quelques autres SS périrent dans ces tentatives. La direction du Troisième Reich cessa ainsi pratiquement d'exister. Les restes de l'armée allemande restèrent à Berlin, coupés et sans commandement suprême. Le nouveau dirigeant formel de l'Allemagne devint le grand amiral Karl Dönitz, désigné par Hitler comme successeur dans son testament, qui siégeait cependant loin au nord et n'avait plus la possibilité d'influencer les événements dans la ville assiégée. Dans Berlin, détruit prit le commandement le 1er mai le général Helmut Weidling, le même qui avait dirigé jusqu'alors la défense, et décida d'épargner à ses hommes et aux civils un bain de sang supplémentaire inutile. Dès le petit matin du 2 mai, les négociateurs de la garnison berlinoise, avec des drapeaux blancs, partirent à la rencontre des lignes soviétiques. Peu après, fut signée une déclaration formelle de capitulation inconditionnelle de la garnison berlinoise. Weidling envoya l'ordre de déposer les armes à tous les foyers de défense restants. Vers 15 heures de l'après-midi du 2 mai 1945, les tirs se turent. La bataille de Berlin se termina ainsi définitivement, et des décombres sortirent les mains en l'air des dizaines de milliers de soldats et d'officiers allemands épuisés. L'armée rouge fit prisonnier un nombre énorme de captifs. Seulement dans quelques quartiers éloignés ou dans les espaces des tunnels souterrains et à l'intérieur des tours anti-aériennes géantes, Flakturm, de petits détachements refusaient encore de se rendre. Mais dans la soirée du même jour, ces foyers de résistance furent aussi éliminés. Pendant ces dernières heures eut lieu à Berlin encore une tragédie. Les tunnels du métro furent soudain inondés par l'eau des canaux percés de la rivière Spree. Il n'est toujours pas certain s'il s'agit d'une conséquence des combats ou d'une action intentionnelle des nazis. Dans les stations de métro inondées,
trouvèrent la mort des centaines de blessés et de civils qui s'y cachèrent des combats. Quand le 2 mai dans l'après-midi s'ouvrirent les abris et les caves et que les Berlinois survivants sortirent prudemment dans les rues pour la première fois depuis de nombreux jours, s'offrit à eux la vue d'une apocalypse. Leur ville gisait en ruines. La fumée des incendies s'élevait encore au-dessus des décombres, entre lesquels errèrent des foules d'habitants épuisés cherchant leurs proches. Sur les trottoirs gisant des centaines de cadavres que personne n'avait encore eu le temps d'enlever. Le commandement soviétique ordonna bientôt que les prisonniers allemands et les civils réquisitionnés enlèvent les corps morts. Ainsi naquirent dans toute la ville des fosses communes provisoires, notamment dans les parcs et sur les terrains libres. Plus tard, les restes furent transférés dans des cimetières en règle, mais alors cela représentait pour les habitants une tâche supplémentaire bouleversante. Certaines personnes pleuraient de soulagement que la paix soit enfin arrivée. D'autres pleuraient en larmes leurs pertes et les horreurs qu'ils avaient vécues. Pour beaucoup de femmes et de filles, l'enfer ne se termina malheureusement pas même avec la capitulation. Les soldats d'occupation continuèrent leur sortie pour le butin de guerre. Les viols et pillages dans les premières heures et jours après la conquête de Berlin s'intensifièrent même encore, avant que le commandement soviétique commence progressivement à les réprimer. Beaucoup de femmes furent abusées à plusieurs reprises pendant les semaines d'après-guerre chaotiques, et beaucoup d'hommes, qu'ils soient soldats ou civils, furent entre-temps emmenés dans des camps de prisonniers ou des commandos de travail. Le prix de la victoire à Berlin fut effroyable. Selon les estimations, plus de 80 000 soldats soviétiques périrent lors de la conquête de la ville, et environ 280 000 autres furent blessés. Les pertes militaires allemandes en vie atteignirent peut-être 90 à 100 000 morts, et des centaines de milliers d'autres finirent en captivité ou en fuite. Beaucoup de ces prisonniers furent emmenés dans des camps de travail dans les profondeurs de l'Union soviétique, et une partie considérable d'entre eux ne revint jamais chez elle. Les estimations des victimes civiles tournent autour de 100 000 Berlinois tués, qu'ils aient péri directement dans les combats et bombardements, ou qu'ils aient succombé plus tard, à la faim, aux maladies ou au désespoir. Dans les décombres furent trouvés les corps de familles entières qui avaient choisi le suicide collectif. En mai 1945, les autorités comptèrent à Berlin plus de 7000 suicides, mais le chiffre réel était certainement plus élevé. Elle se classe ainsi parmi les batailles les plus sanglantes de toute la guerre. En nombre de victimes, seuls Stalingrad et d'autres campagnes sur le front de l'Est la dépassèrent peut-être. Une telle vague massive de désespoir n'avait pas d'équivalent dans l'histoire européenne moderne. Un chapitre particulièrement sombre furent les agressions sexuelles. Au cours du printemps 1945 furent violées à Berlin environ plus de 100 000 femmes, de fillettes de 8 ans à des femmes de 80 ans. Beaucoup de victimes furent déshonorées à plusieurs reprises. La combinaison de peur, d'humiliation et de traumatisme physique mena à d'autres tragédies. Selon les rapports médicaux d'après-guerre, au moins environ 10 000 femmes berlinoises commirent un suicide dans les semaines après la conquête de la ville, souvent après avoir été violées. La correspondante soviétique Natalia Jess indiqua plus tard que les soldats russes violèrent chaque Allemande de 8 à 80 ans. Ces statistiques restèrent longtemps tabous, mais témoignent aujourd'hui de l'ampleur énorme de la souffrance des civils qui accompagna la fin de la guerre. De ce chaos et bain de sang sans précédent naquit enfin la paix. Le 8 mai 1945, seulement une semaine après la chute de Berlin, le haut commandement allemand signa la capitulation inconditionnelle de toute la Wehrmacht. La Seconde Guerre mondiale en Europe se termina ainsi définitivement. Berlin se retrouva sous l'administration des puissances victorieuses et l'attendait une reconstruction lente et douloureuse. La bataille de Berlin reste même après des décennies un memento de jusqu'où peut aller la fureur guerrière. Les ruines de Berlin en 1945 symbolisaient la destruction totale,
et en même temps firent naître un nouveau chapitre de l'histoire européenne. La ville fut après la guerre divisée entre les puissances victorieuses et devint bientôt l'un des foyers de la guerre froide. D'un côté se trouvait la zone d'occupation soviétique, de l'autre les secteurs occidentaux. Bientôt les divisa le mur de Berlin impénétrable. Paradoxalement, là où se termina la Seconde Guerre mondiale, commença le germe d'un autre conflit, cette fois seulement froid. Berlin survécut cependant finalement aussi à cette ère. Après la chute du communisme, il se réunifia et devint une métropole moderne qui porte les traces de son passé complexe comme un avertissement aux générations futures. Aujourd'hui encore, on peut trouver à Berlin des rappels omniprésents de cette terrible bataille. Dans les parcs se dressent des monuments aux soldats soviétiques tombés en libérant la ville. Sur certains bâtiments historiques sont encore visibles de petits trous de balles de 1945. De temps en temps, sont découvertes lors de travaux de construction des bombes aériennes non explosées, que les artificiers doivent prudemment désamorcer. Héritage du bombardement de guerre. Le premier hiver d'après-guerre de 1945 à 1946 fut extrêmement cruel. Le manque de combustible et de nourriture causa la mort de nombreux habitants épuisés et des épidémies de maladies éclatèrent dans la ville. Malgré cela, les survivants ne renoncèrent pas et se lancèrent avec détermination dans la reconstruction de leur foyer. Après la guerre, des milliers de femmes locales participèrent au déblaiement de ce chaos apocalyptique, les fameuses Trümmerfrauen, femmes des décombres. Ces volontaires, avec des pelles et des seaux dans les mains, déblayaient les briques et gravats des rues pour que la ville puisse renaître de ses ruines. Elles méritent encore aujourd'hui à Berlin la reconnaissance comme héroïnes de la reconstruction d'après-guerre. Presque 80 ans après ces événements, nous vivons en Europe dans une période de paix et de coopération sans précédent, grâce aussi aux leçons que le monde a tirées des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Naquirent des institutions de coopération internationale, comme la future Union européenne, pour que quelque chose de semblable ne puisse plus se répéter. Pourtant, il suffit de suivre les nouvelles du monde, et nous voyons que les conflits armés sont malheureusement encore une réalité. Les images de villes détruites et de civils souffrant de divers coins du monde nous rappellent de manière glaçante ce que vécut Berlin en 1945. L'histoire de la bataille de Berlin n'est donc pas seulement un passé lointain. C'est un avertissement de où peut mener le fanatisme, la haine et le combat jusqu'au dernier souffle. En même temps, c'est un appel à apprécier la paix et à nous efforcer qu'aucune ville au monde n'ait plus à vivre une telle souffrance. Pour les habitants allemands eux-mêmes, la chute de Berlin eut un goût amer. D'un côté, elle signifiait la fin définitive de la tyrannie nazie, de l'autre une tristesse et une humiliation indicibles. Beaucoup de Berlinois se tenaient alors au milieu des décombres de leur ville et se demandaient « Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment ont-ils pu croire aux promesses d'Hitler qui amenèrent finalement leurs foyers à la destruction ?» Le sentiment de défaite se mêlait au sentiment de culpabilité et de honte. Ces humeurs furent aussi saisies par les journaux intimes et souvenirs de l'époque. Un des survivants décrivit qu'il se sentait comme si toute cette destruction était une punition pour notre aveuglement et notre foi dans le Führer. Une autre femme se souvenait qu'après la guerre, elle préférait ne dire à personne qu'elle avait été membre du NSDAP, tant elle avait honte. Mais 1945 représenta ainsi pour les Allemands une catharsis douloureuse qui ouvrit la voie à la réconciliation et à l'enseignement ultérieur. Principales étapes de la bataille de Berlin. 16 avril 1945, l'armée rouge lance l'offensive sur l'Oder et la Neisse. Commencent les combats aux hauteurs de Seelow. 20 avril 1945, les premiers obus soviétiques tombent sur le centre de Berlin, le jour de l'anniversaire d'Hitler. 25 avril 1945, les soviétiques achèvent l'encerclement de Berlin. Américains et soviétiques se rencontrent à la rivière Elbe, Torgau. 28 au 30 avril 1945. Rage des combats de rue à Berlin. Les soviétiques conquièrent.
le quartier gouvernemental. 30 avril, Adolf Hitler commet un suicide. 2 mai 1945, la garnison berlinoise capitula. Les défenseurs restants déposent les armes. Les soviétiques prennent le contrôle de la ville. 8 mai 1945, entre en vigueur la capitulation générale de l'Allemagne nazie. La Seconde Guerre mondiale se termine en Europe. Enseignement de la bataille de Berlin. Prix pour les civils. Il apparaît que ce sont les civils qui souffrent le plus à la guerre. Pendant les combats dans les rues de Berlin, moururent des innocents par dizaines de milliers, et les survivants perdirent tout. Même la victoire peut ainsi avoir un goût amer, quand elle est achetée par la souffrance d'innocents. Danger du fanatisme. Berlin 1945 est un memento de jusqu'où peut mener le fanatisme aveugle et l'idéologie totalitaire. La direction nazie était prête à sacrifier toute la ville et ses habitants au nom de sa vision pervertie. Même après la mort d'Hitler continua un bain de sang inutile à cause du refus de capituler. La propagande réussit à maintenir la population au combat jusqu'à la fin complète, avec des conséquences catastrophiques. Conséquences historiques. La conquête de Berlin préfigura le nouvel équilibre des forces mondiales. La ville devint le symbole du début de la guerre froide et de la division de l'Europe en Est et Ouest. Cela se manifesta bientôt lors du blocus de Berlin de 1948 à 1949 et de la construction du mur de Berlin en 1961. En même temps, cependant, sa chute ouvrit la voie à la reconstruction et à la réconciliation. Les enseignements de ces événements menèrent à la création de l'ordre pacifique d'après-guerre en Europe qui dure encore aujourd'hui. Merci d'avoir parcouru avec moi cette histoire difficile jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu ou vous a intéressé, je serai content si vous lui donnez un like, la partagez et vous abonnez aussi à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes de l'histoire. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre récit de l'histoire.